Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Al24 News pour Eco Hebdo. Nous sommes en direct du Centre international des conférences à Abdellatif Rahal. Nous allons revenir sur le sommet arabe d'Alger et les différentes rencontres ministérielles et réunions qui ont eu lieu aujourd'hui dans le cadre de la tenue des travaux du Conseil économique et social arabe à la lumière des 24 clauses retenues à l'ordre du jour et qui ont été adoptées au cours de la journée. Pour en débattre, j'aurai le plaisir d'accueillir par téléphone le président de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, Taïeb Chbab. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'appel. Je vous en prie. Et depuis Paris, nous aurons avec nous par Skype Badis Rennissa. Vous êtes expert en relations internationales. Bienvenue à vous également, monsieur. Badis Rennissa, est-ce que vous m'entendez ? Très bien, on va commencer le débat de suite avec vous, monsieur. Première question, justement, la question des échanges commerciaux entre les pays arabes revêt un caractère crucial. Et même si cela n'a pas été révélé ou de manière concrète, l'on s'achemine doucement mais sûrement vers un marché arabe commun. Qu'en pensez-vous ? Si on part directement sur l'importance des échanges économiques entre les pays arabes, malheureusement, il dépasse même pas les 10%, le taux des échanges entre les pays arabes, oui. Ce qui nous donne à réfléchir et ça confirme la non-décision honnête d'augmenter ce volume. On espère bien que ce sommet, le 31e sommet arabe, se veut le sommet des nombreuses opportunités à saisir. C'est pour cette raison, et parmi les opportunités, c'est de renouer avec le dialogue, vraiment le rapprochement entre les Arabes après des années de discorde économique. On n'arrive pas à profiter des avantages qu'on a. Oui. On espère bien que cette rencontre aura le but voulu. Très bien. Badis Rennissa, vous êtes de retour avec nous depuis Paris par Skype, je rappelle. Alors, depuis hier, justement, les préoccupations économiques et sociales de l'actualité du sommet arabe d'Alger, les différentes crises que le monde a vécues durant les 3 dernières années ont laissé des traces. Les 24 clauses retenues justement à l'ordre du jour ont été adoptées aujourd'hui. Est-il temps, selon vous, Badis Rennissa, de nous occuper des questions économiques du monde arabe ? Tout bonnement, parce que, tout d'abord, bonsoir, permettez-moi de vous saluer. Je dirais que l'économie et son jeu de mots en plus, c'est le nerf de la guerre. Donc aujourd'hui, nous faisons face à une situation, je dirais, singulière, économiquement parlant, sanitairement parlant, et puis géostratégiquement, géopolitiquement. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le défi est grand, les défis sont multiples, je dirais. Et parmi tant d'autres, celle bien évidemment, celle qui arrive en top des priorités, c'est l'économie du monde arabe. Donnons quelques indicateurs: plus de 440 millions d'habitants, un PIB de plus de 2400 000 milliards d'euros, un PIB par habitant à quasiment 5600 euros par habitant, ce qui fait une économie parmi les plus importantes dans le monde. Oui. Mais bien évidemment, sous réserve que aujourd'hui peut-être ce sommet arabe permettrait de faire ce virage tant attendu, à savoir commencer véritablement un travail de fond qui permettrait de faire émerger cette région, cette zone tant attendue, puisque elle obéit aujourd'hui, ou du moins elle essaye d'avancer contre vents et marées, rappelons-le. Nous avons vécu plusieurs étapes réductrices qui ont un peu rétrogradé la trajectoire, je dirais, de l'évolution du monde arabe, à savoir les printemps arabes, ou appelons ça comme on veut, mais d'autres leviers, je dirais, de déstabilisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, la stabilité économique est un enjeu majeur, est un levier prépondérant qui jouera véritablement et efficacement, je dirais, d'une manière pérenne dans l'équation économique du monde arabe. Encore une fois, l'Algérie a donné le tempo, l'Algérie a donné tous les moyens, en tout cas, favorables et propices pour pouvoir permettre cette dynamique. Nous l'avons vu aujourd'hui à travers cette réunion très importante qui augure bien évidemment un travail de fond, mais surtout un travail qui va s'inscrire sur du long terme puisqu'il y a plusieurs chantiers à prendre en compte. Très bien, Badis Rennissa, je reste avec vous et j'ai envie de vous reposer la même question qu'à monsieur Chbab. Est-ce que l'on s'achemine doucement mais sûrement vers l'instauration d'un marché commun arabe ? Je rappelle que beaucoup de pays ont appelé de leur vœu justement à l'instauration de ce mécanisme qui, selon eux, faciliterait beaucoup les échanges commerciaux pan-arabes.
Si c'était avant 2019, on s'en douterait. Mais après 2019, la crise sanitaire et les répercussions sur les différents aspects de la vie, le conflit international actuel, ils ont entraîné des graves répercussions. C'est pour cette raison qu'on est maintenant pour faire réussir ce sommet. C'est pas un choix, c'est une obligation. Oui. C'est une obligation parce que il y a des pôles qui se font actuellement. On aimerait bien que ce sommet sera le début d'un esprit collectif pour trouver des solutions dans le futur proche. Monsieur Chebeb, restez avec nous. La question juste de la sécurité alimentaire est sur toutes les lèvres au début de ce sommet. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question alimentaire est la mère de toutes les préoccupations économiques des pays arabes? Je pense, après le Covid, le monde entier a été confronté à ce problème. Et il nous a donné la confirmation que l'économie mondiale elle a été fragile. Et le premier, c'est les pays émergents qui ont trouvé des problèmes pour les moindres choses. On avait des problèmes pour des choses rudimentaires. C'est pour cette raison que je pense que la sécurité alimentaire, c'est une priorité. Et le monde arabe, il a le plein pouvoir. S'il se met d'accord, je pense qu'il a les solutions sous le nez. Très bien. Badi Srenissa, j'ai envie également là aussi de vous poser la même question, cette préoccupation qui est devenue l'axe central des discussions aujourd'hui au sein des réunions du CES. Je veux bien parler justement de la sécurité alimentaire. Est-ce qu'elle devient la mère de toutes les préoccupations au sein de l'espace arabe? Plus que cela, même, elle devient une question vitale, puisqu'aujourd'hui, je pense que une certaine conjoncture ou une succession d'événements, notamment une crise structurelle latente depuis quelques années déjà, aggravée par une crise sanitaire par la suite, et puis qui plus est, avec une autre crise, la crise de l'Ukraine, où le monde, effectivement, et le monde arabe y compris, a saisi l'importance de cette indépendance alimentaire ou cette autonomie alimentaire, notamment en découvrant qu'effectivement le dépôt alimentaire, notamment celui du céréal et du blé, se trouve à l'Est. Donc oui, effectivement, le monde arabe aujourd'hui jouit de tous les indicateurs, théoriquement en tout cas, jouit de toutes les richesses, qu'elles soient fossiles, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient dans l'aquaculture. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, encore une fois, j'ai envie de vous dire, sur papier, nous avons tous les éléments favorable qui est propice justement à aller de l'avant et pouvoir construire une économie pérenne et notamment une indépendance alimentaire, puisque quand vous avez l'indépendance alimentaire, vous avez aussi toutes les autres stabilités, à savoir la stabilité sociale, la stabilité politique et donc la souveraineté elle-même, puisque c'est l'enjeu majeur aussi de ce sommet qui mettrait en place effectivement des leviers à terme pour permettre, à travers ce travail commun et l'action commune du monde arabe, c'est de créer aussi une espèce d'écosystème protecteur, je dirais, des États arabes, compte tenu qu'aujourd'hui nous avons vu, aggravé aussi encore une fois par les crises latentes, les crises successives, une espèce de disparité entre l'État arabe et la gestion elle-même des crises, qu'elles soient d'ailleurs crise sanitaire, crise énergétique, crise économique, crise sociale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, l'enjeu est encore une fois important et considérable, mais encore une fois, pour peu qu'on essaye de mettre la première pierre à l'édifice lors de ce sommet, à savoir comment harmoniser notre action, comment faire converger les vues, mais au-delà de la convergence des vues, c'est aussi unifier les luttes, celles du développement des peuples, puisqu'il est question aujourd'hui de mettre le peuple au centre même du débat, au centre même de ce sommet, au centre même de la décision future du monde arabe pour en faire ce levier, non seulement de souveraineté, je dirais, naturelle par un bouclier populaire, mais surtout aussi pour qu'il soit ce levier, ou pourquoi pas pour unifier et consolider le monde arabe et à travers cela, bien sûr, l'action commune du monde arabe. Badi Srenissa, fallait-il justement en arriver là pour pouvoir s'en rendre compte? Fallait-il arriver jusqu'à cette crise russo-ukrainienne qui est tombée en quelque sorte, excusez-moi l'expression, sur la tête des pays arabes pour justement se rendre compte qu'il fallait aller vers un modèle d'autosuffisance alimentaire? Écoutez, il me semble qu'aujourd'hui, je dirais, pour un peu schématiser, après l'éveil politique et l'émergence de modèles plus ou moins pérennisés en matière de politique, il n'y a qu'à voir aujourd'hui l'exemple de l'Algérie, le meilleur exemple. Donc on a des institutions qui sont sur pied, qui sont légitimes, qui sont les caisses de résonance du peuple et donc de ses attentes.
idem pour d'autres pays arabes. Je pense qu'après cet éveil politique, il faut aller vers l'éveil économique. Bien évidemment, nous partons d'un passif. Nous ne pouvons pas renier qu'effectivement, par d'autres sommets, je pense qu'aujourd'hui, on en est à plus de 49 sommets depuis 76 sommets, depuis 1949. Oui. C'est dire qu'effectivement, parfois même, on est arrivé à dire que les Arabes se sont mis d'accord pour ne pas se mettre d'accord. Donc ça, il ne faut pas le nier, il faut faire le bon diagnostic. Sauf qu'aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, le contexte est différent, l'écosystème lui-même, l'émergence de ce nouvel ordre mondial qui a exigé une espèce de répartition ou peut-être remettre les cartes à plat du monde et l'échiquier politique ou géopolitique du monde qui fait qu'aujourd'hui, on se doit d'aller dans une espèce de quête de survie et qui sera favorable, bien évidemment, qui jouera peut-être en la faveur de cette fameuse dynamique qui est tant attendue dans le monde arabe et qui permettrait non seulement de se remettre autour d'une table, d'aller vers la concertation, vers la collégialité, ce qui fait la force du monde arabe, puisque nous l'oublions pas, contrairement à d'autres alliances géostratégiques et géopolitiques dans le monde arabe converge sur beaucoup de dénominateurs communs, à savoir la langue, à savoir l'histoire, à savoir la religion. Donc, ce qui fait que tout cela, ce sont des lions qui permettraient effectivement de consolider, de renforcer ce travail. Mais encore une fois, cela reste entre les mains des chefs d'État, sauf que, encore une fois, ces chefs d'État aujourd'hui, et d'ailleurs par définition aujourd'hui la politique générale des États et notamment du monde arabe, est le continuum des sociétés civiles et des volontés des sociétés civiles. Ce qui fait qu'aujourd'hui la société civile, à travers elle, donc le citoyen lambda, le citoyen arabe, va jeter de tout son poids pour permettre effectivement d'aller vers l'unité, aller vers le travail commun, puisque, in fine, ça sera au profit du peuple arabe. Très bien. Tayyip Chebab, le ministre du Commerce algérien, Kamel Rezzig, a déclaré aujourd'hui lors d'un point presse que les pays arabes devaient impérativement travailler à l'amélioration des taux de rendement de la culture du blé, par exemple, pour permettre de réduire les importations de céréales. Quelles sont, selon vous, les actions à entreprendre à ce niveau-là, précisément ? Avant tout, sincèrement, je pense qu'il faut profiter sereinement des grandes mutations actuelles dans l'ordre mondial, que les Arabes peuvent exploiter, utiliser cette défaillance pour signifier, pour chercher des solutions économiques qui sont facilement acquises, ils sont possibles. On veut du 1er novembre, sincèrement, ça va se faire en Algérie, mais parce que c'est une obligation. Cette date, on veut qu'elle traduise les aspirations du peuple arabe, davantage de solidarité, de cohésion, d'intégration. Et si on parle sur le blé, comme vous dites, il suffit de s'investir dans ce domaine. On est sûr que même pas une année, le monde arabe pourra se nourrir des pays arabes. Quelles actions entreprendre à ce niveau-là ? Avant tout, la zone arabe libre-échange, il faut parler dans le rôle des chambres de commerce arabes. Elle existe, mais elle n'a pas eu son objectif. Je pense que si les politiciens se mettent d'accord, l'acte commercial, ça sera commercial et d'investissement, ça sera très possible. Je pense que c'est le rôle des chambres de commerce et tous les acteurs économiques pour trouver des solutions. C'est très facile de s'investir, spécialement si on cite des pays en premier lieu, l'Algérie, le Soudan, l'Égypte. C'est des pays où on pourra vraiment utiliser l'agriculture avec des fonds des pays, des monarchies du Golfe. Très bien. Badis Renissa, on l'a donc compris, les enjeux économiques cruciaux caractérisent la relation des pays arabes entre eux. Est-ce que l'économique va enfin finir par prendre le dessus sur la politique au sein de la Ligue arabe et donner en quelque sorte l'exemple pour avancer sur certains dossiers compliqués ? C'est déjà le cas, je dirais, aujourd'hui. Cette conjoncture favorable, je dirais notamment celle de la crise énergétique, s'il faut en retenir qu'une seule, a fait qu'aujourd'hui les pays arabes se concertent, discutent, notamment par rapport à l'OPEP+. Donc ils savent qu'ils font la pluie et le beau temps dans le monde occidental, dans le monde en entier, dans cette crise pour faire face. Néanmoins, ils sont effectivement toujours à l'écoute et toujours dans ce travail de fond pour permettre effectivement une certaine stabilité. Nous l'avons vu parfois même
certains pays à leurs dépens, comme l'Arabie Saoudite versus les États-Unis, qui n'a pas vu d'un bon œil, effectivement, les injonctions restent. Ouais. Exactement. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que nous le vivons déjà, sauf qu'aujourd'hui, je pense que certains pays devraient saisir ou notamment comprendre qu'ils ne sont pas seuls, que le monde arabe devrait en faire qu'un. Et je ne suis pas dans l'espèce de comment dire, l'utopie, je dirais, à outrance, mais plutôt dans du pragmatisme raisonné, à savoir qu'aujourd'hui, les pays, les États arabes, notamment riches en matière de gisement, d'énergie fossile, pourraient jouer le rôle qui leur revient en tout cas dans cette équation énergétique, mais aussi, pourquoi pas, pour faire valoir d'autres aspects, notamment accompagner certains défis comme la digitalisation de l'économie ou l'économie numérique, oui. Absolument, l'économie numérique. Qui fait partie justement de ces 24 clauses retenues par le Conseil économique et social. Absolument, et je reviens un peu à cette fameuse disparité entre les pays en matière d'évolution, qu'elle soit d'ailleurs sociale ou économique. Certains pays sont on va dire à l'apothéose en matière de tout ce qui est développement économique, numérique, digitalisation, pendant que d'autres, ils sont encore en fait à l'âge de pierre. Donc, ce qui fait que cette harmonisation ou cette, je dirais, planéité qu'on devrait chercher économique, qui permettrait effectivement un nivellement par le haut, peut-être, Badis Renessa. Absolument. Ce qui permettrait effectivement ce transfert de savoir-faire, d'échange de savoir entre les pays, pour permettre effectivement de créer une force vive, une dynamique économique qui tend vers une équité sociale et une équité économique, mais aussi vers une force qui va qui va peser de tout son poids dans l'équation économique régionale, le monde arabe versus l'Union européenne, le monde arabe versus les États-Unis et d'autres puissances, et qui, dans ce cas, pourrait, d'une manière effective, véritablement être décideur parmi les décideurs des puissances du monde. Donc oui, l'économie aujourd'hui, elle s'est invitée malgré elle, et surtout dans le monde arabe. Je pense qu'elle dépasse même les attentes politiques, puisque j'ai expliqué tout à l'heure, effectivement, qu'il y a eu des enjeux hormis certains pays, bien évidemment, et ça sera la question fatidique ou le dossier je dirais piquant qui sera sur la table, notamment le dossier libyen. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, il faut d'abord aussi stabiliser, puisque la stabilité est l'enjeu majeur aussi pour certains pays, et aussi cette souveraineté politique, parce que nous ne pouvons pas édifier je dirais une bâtisse sur des sables mouvants, compte tenu qu'aujourd'hui certains pays sont gangrénés, je veux dire, ils subissent des ingérences, et d'autres pays même qui se disaient amis sont aujourd'hui des leviers ou des leviers d'action d'un certain projet belliqueux d'autres puissances qui le voient d'un mauvais œil, en tout cas l'unification, la réunification du monde arabe et notamment leur émergence in fine comme une puissance incontournable. D'autant plus que cette unification dont vous parlez est mise sur orbite par l'Algérie. Absolument, puisque l'Algérie, vous savez, aujourd'hui, ce qui fait aussi que le contexte est différent vis-à-vis des sommets précédents, c'est que l'Algérie tient le leadership inné, je dirais même, de ce sommet arabe, par ne serait-ce que sa légitimité historique, sa légitimité diplomatique, ses principes, et les constances de ces principes, à savoir cette bienveillance, cet altruisme aussi diplomatique raisonné et mesuré vis-à-vis des pays amis, et surtout cette faculté de projection dans la prospective commune, collectivisme que l'Algérie défend depuis quelques années pour, encore une fois, mettre les peuples au cœur des préoccupations. Très bien. Taïeb Chebab, j'aimerais revenir justement au point que vous avez soulevé, celui de la GEZAL, et cette optimisation des mécanismes prévus par la grande zone arabe de libre-échange pour booster les échanges commerciaux pan-arabes, notamment sur l'aspect fiscal. Elle figurait aussi parmi les points forts de ce CESA. Est-ce que la réussite de la zone arabe de libre-échange est tributaire, du moins en partie, de la réussite de ce sommet d'Alger ? Et je pense que la réussite de ce sommet, c'est une condition. C'est une condition si on veut passer dans le volet économique. Il faut la bonne foi. La bonne foi, ça va se concrétiser politiquement. Parce que ce qui est économique suit automatiquement le politique. On aimerait bien quand on parle de la zone franche, elle y est déjà. Oui, mais les résultats ne sont pas. Parce que la bonne volonté n'est pas. On espère que le 1er novembre, ça sera une date où les chefs d'État
auront une nouvelle vision et ils seront responsables devant l'histoire et devant leur peuple de faire l'union arabe pour le bien-être dans l'avenir et pour éviter les tourbillons qui seront sûrs. Ça ne va pas en finir avec la crise de l'Ukraine, mais ce qui est sur prévisionnel, qu'il y aura plein de problèmes, spécialement dans l'agriculture, les problèmes de beaucoup de choses. On aimerait bien que les solutions doivent être arabo-arabes. Tayyib Chbab, justement, il y a aussi la question relative à la création d'un système fiscal pan-arabe. Oui, j'insiste sur la bonne volonté. Oui. Je suis sûr que s'il y aura la bonne volonté politique, et j'insiste sur ce point, il n'y a pas de problème économique. Il y a la zone franche, il y a des taxes à enlever, un libre-échange, c'est comme celui qui sera dans la ZLCAF africaine. Je pense que c'est des formalités. Si on a la bonne volonté, c'est uniquement des formalités qu'on peut enlever à tout moment. Très bien. Badis Renessa, les pays arabes, est-ce qu'ils ont enfin compris, est-ce qu'ils ont pris conscience enfin qu'ils peuvent être plus forts en avançant la main dans la main, ne serait-ce que pour régler les problèmes économiques? Je pense que bon gré mal gré, aujourd'hui, ils ont saisi en tout cas l'intensité du message, effectivement. Donc, vous savez, je pense qu'aussi ils ont saisi qu'aujourd'hui, l'heure est au travail, l'heure est à revenir un peu aux fondamentaux, ce qui nous unit, à savoir notre histoire commune, mais surtout notre avenir. Et pour créer cet avenir, il faut commencer par le présent et donc, je dirais, faire table rase un peu du passé, de ce qui a pu nous diverger par le passé, mais surtout mettre les choses à plat. Moi, j'ajouterais à la bonne volonté aussi, il faudra la bonne foi de certains États pour jouer la transparence ou la carte de la transparence, mais surtout de la bonne foi dans ce projet qui finalement dépasse toutes les attentes et dépasserait en tout cas tous les enjeux que nous connaissons aujourd'hui, qui seraient encore une fois mis à profit pour non seulement le peuple arabe, le monde arabe, mais surtout les générations futures arabes. Et quand on sait qu'effectivement la mutation, je dirais l'évolution négative du monde aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs sur l'aspect économique, mais sur d'autres aspects aussi, sur lesquels nous accusons un retard immense, notamment sur ces défis climatiques, cette transition énergétique. Nous savons qu'aujourd'hui, la plus grosse richesse, en tout cas, ou source de richesse de l'économie du monde arabe, reste l'énergie fossile, quand on sait que d'autres pays se sont fixés des objectifs en 2035 pour sortir des moteurs thermiques. Donc, c'est vous dire qu'effectivement, l'enjeu est grand, mais encore une fois, cette conjoncture, essayons d'en profiter, et surtout, ce levier qui est l'Algérie aujourd'hui comme maestro, comme chef d'orchestre, j'ai envie de vous dire, dans ce sommet, pour qu'on puisse en faire enfin un espace de travail, soutenir l'action commune. Mais encore une fois, je reviens sur cet aspect de la société civile qui joue déjà je dirais cet acteur majeur dans l'équation, à commencer, ne serait-ce que je rappelle les téléspectateurs et téléspectatrices, que mi-septembre s'est tenu un forum, celui du Forum intergénérationnel du soutien de l'action commune arabe, qui a été couronné d'un succès, compte tenu que le président de la République aussi a veillé personnellement sur sa bonne teneur et son organisation. Et c'était effectivement le mini-sommet arabe de la société civile qui était quelque part le miroir un peu par anticipation du sommet arabe dans lequel nous sommes tous convergés. Moi, personnellement, étant impliqué dedans, je peux vous garantir qu'effectivement, les questions véritables se sont posées et nous avons par la suite ressenti cette attente, cette même empressement de la société civile arabe à vouloir aller de l'avant, mais surtout à vouloir accompagner la mutation du monde et surtout de sécuriser quelque part ce monde qui regorge de richesses, sans parler bien évidemment, on a parlé d'autres richesses énergétiques, économiques ou autres, mais bien évidemment les fondamentaux, je dirais le point d'orgue qui est le capital humain, qui devrait être justement ce levier de développement, je dirais durable, qui est inépuisable, compte tenu que nous savons très bien que à titre d'exemple, les communautés nationales, ou en tout cas les diasporas du monde arabe, font la richesse et font la réussite de certains pays comme dans le monde occidental. Donc profitons-en, mais encore une fois, il faut faire table rase, il faut aussi endiguer le bon diagnostic, à savoir, comme tout à l'heure vous parliez, la zone franche, mais au-delà de ça, c'est-à-dire mettre un cadre réglementaire de commerce, d'échange en tout cas, qui soit favorable à l'accès au marché par exemple,
et pour consolider le travail économique arabe. Nous avons les sociétés, nous avons les industries, nous avons le tissu intrinsèque industriel pour permettre effectivement d'être le fleuron économique du monde. Très bien, et ce sera donc le mot de la fin d'Eco Hebdo. Merci à nos deux experts, Taïeb Chbab et Badis Khanissa, d'avoir animé ce débat. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.